Le téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis 11 minutes. Je compte, parce que compter m'aide à garder la main stable autour de ma tasse de café. Le nom de Margaret s'affiche sur l'écran pour la 4e fois. Puis celui de Caleb, puis un numéro que je ne reconnais pas. Quelque part derrière ces appels, dans la salle de bal d'un country club à 200 mètres de ce lac, la famille de mon mari regarde le futur qu'elle a construit s'effondrer en temps réel. Ils pensent que c'est moi qui leur ai fait ça. Ils pensent que je l'ai planifié. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'attends depuis 6 semaines qu'une enveloppe scellée rattrape un mensonge vieux de 12 ans. Je laisse le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il se taise. C'est un samedi matin au début du mois de juin. Le genre de matinée qui, autrefois, ne signifiait rien de plus que d'ouvrir les fenêtres et de laisser l'air du lac traverser la maison. Je suis assise à la petite table en pin du chalet que je me suis acheté à Door County, dans le Wisconsin, il y a 3 ans, à une époque où je pensais encore avoir besoin d'un endroit où me réfugier pour un week-end de temps en temps. Je n'aurais jamais imaginé que j'y vivrais à plein temps. Je n'aurais jamais imaginé beaucoup de choses qui se sont avérées vraies. Le café a tiédi entre mes mains. À travers la fenêtre, l'eau est plate et argentée sous un ciel qui ne sait pas s'il veut pleuvoir. Quelque part de l'autre côté de cette eau, 300 invités sont réunis au Larkspur Country Club, vêtus de lin et de perles, attendant que William Jenkins transmette son entreprise à son fils aîné. Il y a des marque-places. Il y a un quatuor à cordes. Il y a un gâteau surmonté d'un petit J en or, car apparemment, même un bébé qui n'est pas encore né a besoin d'un monogramme. Je sais tout cela parce que Rachel m'a donné le programme il y a 2 jours, d'une voix plate et prudente qu'elle utilise lorsqu'elle s'efforce de ne pas laisser paraître ses opinions. Rachel est mon avocate depuis 11 ans. Et de tout ce temps, je ne l'ai jamais entendu sembler aussi fatiguée que lors de cet appel. « Tu n'es pas obligé d'y aller », a-t-elle dit. Je n'en avais pas l'intention, lui ai-je répondu. Le téléphone s'allume à nouveau. Margaret. Je le laisse sonner 3 fois avant de répondre, car il y a une version de moi, celle qui a passé 23 ans à apprendre comment se faire toute petite en présence de cette famille qui aurait décroché dès la première sonnerie. Cette version-là n'habite plus ici. Abigail. La voix de Margaret arrive sèche et impériale, comme toujours lorsqu'elle a peur et qu'elle essaie de ne pas le montrer. Où es-tu? Quelque part où vous m'avez payé une somme rondelette pour disparaître, dis-je. Il y a 6 semaines, si ma mémoire est bonne. Il y a du bruit derrière elle, des bruits de chaises que l'on traîne, la voix d'un homme qui monte et descend, quelqu'un prononçant le mot « auditeur » comme une insulte. J'imagine la salle de bal, les fleurs qui se flétrissent légèrement sous la chaleur de trop de corps, le quatuor à cordes qui hésite au milieu d'une phrase parce que personne ne leur a dit de s'arrêter, Madison quelque part près du devant dans une robe bleu pâle. Une main posée sur un ventre qui est devenu ces 6 derniers mois le bien le plus précieux que possède la famille Jenkins. Il y a eu une complication, dit Margaret. Quelque chose en rapport avec un transfert. Je veux que tu viennes nous expliquer cela. Expliquer quoi exactement? Les 2 millions de dollars, Abigail. Quelqu'un à la banque pose des questions sur leur provenance. Je baisse les yeux sur le dossier posé sur la table devant moi. Mince et banal. Le genre de dossier qui pourrait contenir n'importe quoi. Des documents fiscaux, une liste de courses, la fin d'un mariage. Je sais déjà ce qu'il contient. Je le sais depuis 3 jours. C'est étrange, dis-je. J'avais l'impression que cela venait des poches de votre famille. N'est-ce pas ce que disaient les papiers? Silence. Puis encore du bruit. La voix de Caleb, maintenant aiguë et proche, arrachant le téléphone des mains de sa mère. Abigail, qu'as-tu fait? Je l'imagine trop facilement, la mâchoire crispée, le col trop serré, cette rougeur particulière qui lui monte au visage quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. 23 ans de mariage vous apprennent à connaître le visage d'un homme, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Je n'ai rien fait, Caleb, dis-je, et je le pense. Je suis assise au bord d'un lac depuis ce matin. Je n'ai pas écrit la lettre qui vient d'arriver dans ce club. Je n'ai pas appelé la banque qui a signalé quoi que ce soit. Tout ce que j'ai fait, c'est attendre que la vérité se montre selon son propre calendrier plutôt que le mien. Tu savais, dit-il. Ce n'est pas une question. Je savais ce qui était possible, dis-je. C'est toi qui as décidé de croire le reste. Madison pleure quelque part en arrière-plan maintenant. Un son aigu et théâtral que je reconnais pour l'avoir entendu la nuit où j'ai signé ces papiers.
La voix de William retentit, exigeant que quelqu'un appelle le service juridique. Owen ne dit rien du tout, ce qui m'en apprend plus que tout autre mot prononcé dans cette pièce. Viens au club, dit Caleb. Tout de suite. Règle ça. Il n'y a rien de cassé que je puisse réparer, dis-je. Et plus rien ici ne m'appartient. Je raccroche avant qu'il ne puisse répondre. Je reste assise un long moment, le téléphone éteint dans la main, écoutant les légers bruits du chalet. Le réfrigérateur qui bourdonne, un plongeon huard qui pousse son cri quelque part sur l'eau. Puis j'ouvre le dossier et regarde à nouveau la première page. Celle qui porte l'entête du docteur Bennett, celle qui est en ma possession depuis 12 ans, silencieuse comme un souffle retenu. Il y a 6 semaines, ils ont posé 2 millions de dollars sur une table devant moi, persuadés que je venais de leur vendre toute ma vie pour cette somme. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà vu le premier résultat des années avant que tout cela ne commence. Pour comprendre ce qui se passe dans cette salle de bal en ce moment même, il faut revenir à la nuit où ils m'ont appelé à la maison, la nuit où j'ai appris exactement le peu de valeur que j'avais à leurs yeux, et tout ce qu'ils ignoraient encore. 6 semaines plus tôt, Caleb est rentré à 23 heures. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, il n'a pas pris la peine de prétendre qu'il était resté au bureau. Il s'est tenu sur le seuil de notre chambre, portant encore sa veste de costume, la cravate desserrée, et l'a annoncé de la même manière que l'on annoncerait une fusion, Madison est enceinte. J'étais assise dans mon lit avec un livre que je ne lisais pas vraiment. Je me souviens l'avoir posé lentement, me donnant cette demi-seconde pour composer mon visage avant de le regarder. 23 ans de mariage vous apprennent des choses sur le sens du timing. Félicitations, ai-je dit. Je voulais que cela pique, bien que je ne sois pas sûr que cela ait eu l'effet escompté. Il n'a pas scié. C'est ce détail qui m'a appris à quel point les choses étaient déjà allées loin sans moi. C'est un garçon, a-t-il dit, comme si le sexe de l'enfant réglait la question. La famille doit agir rapidement avant que cela ne s'ébruite. Par « la famille », il entendait sa famille. Par « agir rapidement », j'allais apprendre dans l'heure qui suivrait qu'il entendait m'utiliser. Ils ont envoyé une voiture me chercher cette nuit-là, ce n'était pas Caleb qui conduisait, mais la voiture de la famille Jenkins, noire et silencieuse, comme si j'étais déjà une affaire à transférer plutôt qu'une épouse à qui parler. Je me souviens avoir regardé par la vitre les rues d'une ville où j'avais vécu pendant 2 décennies, en pensant à quel point il était étrange que rien ne semble différent alors que tout dans ma vie était sur le point de changer. La maison sur Willowweir Drive était toute illuminée à mon arrivée, chaque fenêtre brillant comme s'il mettait en scène une séance photo pour un magazine. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Le salon accueillait Margaret, installée dans un fauteuil disposé comme un trône, William à sa place habituelle près de la cheminée bien qu'il ne se soit pas levé à mon entrée, Caleb debout trop près de Madison sur le canapé, et Charles Whitmore, l'avocat de la famille. Assis à la table basse avec un dossier en cuir déjà ouvert devant lui. Madison avait une main posée sur son ventre, bien qu'elle ne pût en être à plus de 8 ou 9 semaines. C'était une pause, pas une réalité. J'ai remarqué cela immédiatement, à quel point cela semblait pratiqué, répété. Charles a fait glisser le dossier vers moi avant même que quiconque ne me dise bonjour. 2 millions de dollars, 7 jours pour libérer la maison, silence absolu sur la liaison, accord permanent et contraignant, aucun contact avec la presse, renonciation totale à toute réclamation sur les biens matrimoniaux, aucune objection future au remariage de Caleb. J'ai lu chaque ligne 2 fois sous le regard de toute la pièce, et je me souviens m'être dit que s'ils s'attendaient à des larmes, ils allaient être déçus d'une manière qui leur coûterait cher. C'est plus que ce que la plupart des femmes de ton âge pourraient espérer obtenir en partant, a dit Margaret, croisant les mains sur ses genoux comme si elle me faisait une fleur. Madison a choisi ce moment précis pour laisser couler une larme sur sa joue. Et Margaret s'est penchée sans regarder pour lui tapoter le genou, choisissant déjà son camp dans une guerre qui n'avait pas encore commencé pour moi. Je ne veux pas te faire de mal, a dit Caleb. Et pendant une seconde, j'ai presque cru qu'il y avait une part de vérité sous ces mots. En es-tu certain pour l'avenir de la famille, ai-je demandé. La pièce est devenue silencieuse de cette façon bien particulière juste avant que quelqu'un ne hausse le ton. Le visage de Caleb s'est assombri. Vas-tu insulter la mère de mon enfant dans cette maison, s'est écrié Madison en pleurant plus fort, pile au bon moment, et Margaret s'est immédiatement retrouvée à ses côtés, murmurant des paroles protectrices. Je n'ai pas discuté. J'avais appris depuis longtemps que débattre avec des gens qui ont déjà décidé de la fin ne fait que gaspiller votre énergie. À la place,
j'ai formulé mes propres exigences. Je voulais que la totalité des 2 millions soit virée dès cette nuit-là, sans échelonnement, sans retard. Je voulais que chaque document soit notarié avant que je ne quitte la maison. Je voulais qu'il soit explicitement écrit que ce versement ne touchait pas aux parts de l'entreprise détenues à mon nom, et je voulais qu'il soit stipulé qu'aucun terme ne pourrait être modifié après la signature. Charles a survolé rapidement la clause sur les parts et a dit à l'Assemblée que mes avoirs étaient négligeables, une simple formalité héritée des premières années. Margaret, impatiente d'en finir with moi, a accepté sans discuter. J'ai signé. Madison a souri de ce sourire qu'ont les femmes lorsqu'elles croient avoir gagné quelque chose de permanent. Caleb a expiré comme un homme qui retenait son souffle depuis des jours. Margaret m'a dit qu'elle savait que je prendrais la décision raisonnable. Vous ne m'avez jamais réellement connu, lui ai-je dit, et j'ai vu cette phrase se loger quelque part derrière ses yeux, même s'il ne l'aurait jamais admis. Caleb m'a suivi jusqu'à la voiture. Il m'a demandé pourquoi je ne hurlais pas, why je ne le suppliais pas de reconsidérer sa décision, pourquoi je ne me comportais pas comme une femme dont le mariage venait de prendre fin dans une pièce pleine de témoins. Parce que j'ai cessé de me battre pour des choses qui avaient déjà perdu leur valeur, ai-je dit, et je suis monté dans la voiture avant qu'il ne trouve quoi répondre. L'argent est arrivé sur mon compte avant minuit, exactement comme je l'avais exigé. Je suis resté assise à ma table de cuisine ou encore ma cuisine pendant 6 jours de plus, et j'ai examiné les détails du virement avec le genre d'attention que j'accordais autrefois à l'audit des rapports trimestriels de l'entreprise. À l'époque où Caleb me demandait encore mon avis au lieu de supposer que je n'en avais pas. Reçu, numéro de routage, horodatage, fonds d'origine. Cela ne provenait pas du compte personnel de Margaret. Cela ne provenait pas non plus de celui de William. Cela provenait du Jenkins Legacy Trust, le fonds réservé par statut à un héritier futur confirmé. Je suis resté longtemps face à ce fait dans le calme de la cuisine, le retournant comme on retourne une pierre pour voir ce qui vit en dessous. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Rachel. Ils viennent de me payer, lui ai-je dit, avec de l'argent mis de côté pour un enfant dont il n'a pas encore été prouvé qu'il appartient à cette famille. J'ai emménagé dans un Marriott au bord de la route 41 le lendemain matin. Le genre d'endroit où le hall sent le chlore et le café brûlé. Rien à voir avec la maison de Cedarbrook que j'avais passé 18 ans à transformer en foyer. Cela me semblait juste d'une certaine manière. Recommencer à zéro dans un endroit qui ne prétendait pas être autre chose que ce qu'il était. Rachel est passée cet après-midi-là avec un bloc-notes et 2 cafés, et nous avons étalé les documents du virement sur la petite table ronde près de la fenêtre. Elle a travaillé en silence pendant un moment, ce silence particulier de quelqu'un qui fait des calculs mentaux. Ce transfert nécessitait l'approbation du conseil d'administration, a-t-elle finalement dit. Les déboursements de fiducie au-dessus d'un certain seuil l'exigent toujours. Je ne vois pas de registre d'approbation complet ici. Juste la signature de Margaret et le contreseing de Charles. C'est suffisant pour l'instant. Mais si quelqu'un y regarde de près, un paiement provenant d'un fonds destiné à un héritier confirmé effectué avant même que l'héritier n'existe va soulever des questions. Les fiducies comme celle-ci ont généralement une clause de déclenchement d'audit automatique si les fonds bougent sans vérification complète du bénéficiaire. Elle a levé les yeux vers moi. Tu n'as pas abandonné tes parts non plus. Quoi qu'ils pensent avoir acheté, ce n'était pas ça. Je ne lui avais pas encore dit pourquoi je ne paniquais pas, pourquoi j'étais resté assise dans ce salon et avais signé mon nom sans même élever la voix tandis que Madison jouait ses larmes à 1 mètre de moi. Rachel me représentait depuis plus d'une décennie. Mais il y avait une chose que même elle ignorait. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti une enveloppe que je portais depuis la veille, ses bords adoucis par les années. 12 ans d'âge, ai-je dit en la faisant glisser sur la table. Elle l'a ouverte et a lu pendant un long moment, son expression passant de la confusion à quelque chose de proche de l'incrédulité. Il y a 12 ans, Caleb had been diagnosed de cancer de la prostate à un stade précoce. Cela l'avait touché jeune, avant ses 40 ans, et cela l'avait effrayé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant ni depuis lors. Il avait suivi son traitement en silence, n'en parlant à personne en dehors de notre mariage, terrifié par ce que son père penserait d'un fils incapable d'empêcher son propre corps de faillir. Lorsque ce fut terminé, les examens de suivi confirmèrent la guérison du cancer. Mais il y avait une autre ligne dans le rapport, une ligne que Caleb lut 3 fois avant de pouvoir parler, infertilité permanente, séquelles du traitement. Seules 3 personnes l'ont su, Caleb, moi-même, et la doctoresse Laura Bennett, qui nous soignait tous les deux depuis plus d'une décennie. Caleb m'avait fait promettre à plusieurs reprises que sa famille ne l'apprendrait jamais.
Je comprenais pourquoi. Dans cette famille, un homme incapable de produire un héritier valait moins que le mobilier. Alors quand il t'a dit que Madison était enceinte, a dit Rachel lentement, tu savais déjà que cela ne pouvait pas être biologiquement possible. Je savais ce qui aurait dû être impossible, ai-je dit. Mais les gens croient ce qu'ils ont besoin de croire, en particulier les hommes comme Caleb. Il s'était convaincu que les anciens résultats ne tenaient plus, ou que cette fois-ci, les choses étaient différentes. Madison lui avait dit que c'était arrivé lors d'une conférence des mois auparavant. Il voulait tellement un fils qu'il avait cessé de poser des questions dont il connaissait déjà les réponses. Je ne voulais pas me baser uniquement sur mes souvenirs. Un papier vieux de 12 ans n'était pas la preuve de ce qui se passait aujourd'hui. J'ai appelé le cabinet du docteur Bennett ce soir-là, et elle m'a confirmé que l'ancien dossier était toujours dans le système, bien qu'elle ne pût en parler sans le consentement de Caleb. Le secret médical ne s'éteignait pas simplement parce que notre mariage avait pris fin. Mais il y avait une chose qu'elle n'avait pas besoin de son consentement pour me dire. Des années plus tôt, lorsque nous avions tenté des traitements de fertilité ensemble, j'avais été désigné comme partie conjointe sur ces dossiers. J'avais toujours un accès légal à une portion de ce dossier. Cette même semaine, presque comme si l'univers voulait me confier une pièce de plus, un email est arrivé de notre ancien assureur. Mon nom n'avait pas encore été retiré de la police familiale dans la confusion de la procédure de divorce. Perdu parmi les notifications se trouvait une confirmation de rendez-vous, Madison avait réservé un test de paternité prénatale non invasif. Résultats attendus sous 3 semaines. J'ai lu cette ligne 4 fois avant de poser mon téléphone. Rachel m'a immédiatement mis en garde contre toute interférence, ne leur donne pas d'indices. N'avertis personne. Laisse-les mettre la vérité sur papier eux-mêmes. Ne leur donne pas une raison de l'étouffer d'abord. Elle avait raison. Et je le savais, même si une part fatiguée de moi voulait entrer dans cette maison et tout étaler sur la table juste pour voir leur visage changer. Je ne l'ai pas fait. J'avais passé 23 ans à être patiente avec cette famille. Je pouvais tenir 3 semaines de plus. Pendant ce temps, la machine de relations publiques des Jenkins s'est mise en marche. Des déclarations ont circulé discrètement par le biais d'amis communs, le mariage était terminé sur tous les plans, sauf sur le papier. Depuis des années, j'avais accepté le règlement par intérêt personnel, Caleb et Madison s'étaient trouvés durant une période difficile et ne devaient pas être jugés pour cela. Un photographe était déjà réservé pour une séance de photos d'annonce de la future génération. Puis, 3 jours avant mon départ de l'hôtel, j'ai reçu l'appel d'une ancienne collègue travaillant toujours au service financier. Elle m'a dit que le service juridique lui avait discrètement demandé de modifier la date d'approbation d'un virement à mon virement pour faire croire qu'il avait reçu l'aval du conseil d'administration des semaines plus tôt que prévu. Ce fut le moment où j'ai compris. Il ne se contentait plus de cacher une liaison. Il savait d'une certaine manière que la transaction n'était pas propre. Cette nuit-là, un SMS est arrivé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Si vous voulez savoir qui a réellement approuvé cet argent, demandez à Owen où il se trouvait la nuit où Madison prétend avoir conçu l'enfant. Je l'ai lu 2 fois, assise seule dans cette chambre d'hôtel avec le grondement de l'autoroute sous la fenêtre, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine devenir très immobile et très froid. La femme m'a écrit à nouveau le lendemain matin, me demandant cette fois de la rencontrer. Elle s'est présentée comme Claire Morris, assistante d'audit dans la division financière, quelqu'un dont je me souvenais vaguement lors des fêtes de fin d'année de l'entreprise, toujours polie, toujours à l'arrière-plan. Le genre d'employé qui remarque tout et ne dit rien jusqu'à ce qu'elle ait une raison de le faire. Elle n'était pas encore prête à me rencontrer en personne, disait-elle, mais elle voulait que je dispose d'abord de certains éléments. Au cours des 2 jours suivants, elle m'a envoyé des pièces une par une, comme si elle testait si elle pouvait me faire confiance pour l'ensemble du dossier avant de me le confier. Owen avait demandé un accès étendu au registre du fonds fiduciaire 6 semaines avant que la grossesse de Madison ne soit rendue publique. Il avait rencontré Madison à plusieurs reprises en dehors de tout calendrier de travail logique. Il y avait une note d'hôtel à Milwaukee, la chambre réservée sous un nom qui ne correspondait à personne sur la liste des invités du prétendu voyage d'affaires de cette semaine-là. Et Caleb. Caleb ne s'était même pas trouvé à Milwaukee la nuit où Madison affirmait que l'enfant avait été conçu. Je n'y ai pas cru tout de suite. 23 ans de vie commune avec un homme vous apprennent ces mensonges, mais cela vous apprend aussi à ne pas faire confiance à chaque accusation qui atterrit sur votre bureau, en particulier de la part d'une inconnue. J'ai donc vérifié moi-même. J'avais encore accès à un ancien calendrier partagé,
que personne n'avait pensé à me retirer dans le chaos du divorce. La nuit en question, Caleb se trouvait à Denver avec William et 3 membres du conseil d'administration, bloqués dans des réunions au sujet d'un projet immobilier au point mort. Je me souvenais qu'il s'en était plaint à l'époque, le long vol, le jargon fastidieux du contrat, comment il avait manqué mon dîner d'anniversaire à cause de cela. Madison s'était trouvé à Milwaukee cette même semaine. Owen aussi. Une fois que je me suis autorisé à regarder, les détails plus insignifiants sont revenus en foule ou des choses que j'avais remarquées et écartées pendant des années sans me permettre de les additionner. Owen s'interposant toujours pour défendre Madison chaque fois que Caleb critiquait son travail. Madison connaissant des détails sur des contrats qui auraient dû rester à l'intérieur du bureau d'Owen. Tous les deux quittant la même fête de fin d'année à quelques minutes d'intervalle à plusieurs reprises. Owen insistant plus que quiconque auprès de Caleb pour un divorce rapide et net. Rachel, lorsque je l'ai appelée, s'est montrée plus prudente que moi, ne laisse pas cela devenir une histoire que tu te racontes parce qu'elle te convient, a-t-elle dit. Nous avons besoin de documents. Nous avons besoin des résultats du test. Les spéculations ne tiennent pas devant un tribunal, et encore moins dans cette famille. Elle avait raison, et je me suis forcé à supporter l'inconfort du doute au lieu de me ruer vers une conclusion qui semblait trop facile. Pendant ce temps, la famille Jenkins avançait comme si rien de tout cela n'existait. Un photographe fut engagé pour la séance photo d'annonce de la prochaine génération. La main de Caleb posait fièrement sur le ventre encore plat de Madison. Tous deux vêtus de tons doux et neutres destinés à suggérer un renouveau. Margaret m'a appelé cette même semaine, sa voix vive et pragmatique, me demandant de signer un document supplémentaire, celui-ci abandonnant entièrement mes droits de vote au sein de l'entreprise. J'ai refusé. Cette participation existe grâce à cette famille, a dit Margaret, visiblement surprise que je n'ai pas simplement acquiescé. Non, ai-je répondu, je l'ai acheté avec mon propre argent à une époque où l'entreprise était presque en faillite et où personne d'autre ne voulait risquer un centime. Personne ne m'a rien donné, Margaret. J'ai mérité chaque point de pourcentage. Il y a eu un lourd silence sur la ligne, et je pouvais presque l'entendre faire les calculs qu'elle aurait dû faire des années plus tôt, 18%. C'était ce que je détenais encore discrètement dans une fiducie à mon nom, intouchée par le règlement du divorce, parce que j'en avais pris grand soin la nuit où j'avais signé ces papiers. Sans cela, Caleb ne pouvait atteindre le seuil de vote nécessaire pour remplacer William à la présidence. Il m'a appelé 1 heure plus tard, furieux, tu m'as piégé. Non, ai-je dit. Tu n'as simplement jamais lu ce que je possédais réellement. Ce soir-là, Claire a enfin accepté de me rencontrer en personne dans un restaurant tranquille en bordure de l'autoroute, là où personne de nos anciennes vies ne penserait à chercher. Elle a fait glisser une enveloppe Kraft sur la table, contenant une copie du registre d'approbation de la fiducie, les relevés de l'hôtel de Milwaukee et un petit enregistreur numérique. J'ai appuyé sur lecture là, sur la banquette, tandis que mon café tiédissait devant moi. C'était la voix d'Owen, reconnaissable entre toutes, basse et confiante, du ton qu'emploient les hommes lorsqu'ils pensent que personne d'important n'écoute, nous avons juste besoin que Caleb croie que le bébé est le sien jusqu'à ce que le transfert de pouvoir soit achevé. La voix de Madison a suivi, plus douce, et Abigail, 2 millions de dollars la feront disparaître. Je suis resté très immobile, écoutant ma propre éviction planifiée en temps réel par 2 personnes que j'avais autrefois respectées au point de les inviter chez moi. Claire observait mon visage avec attention, comme pour évaluer ce que je pouvais encore absorber d'un coup. Il y avait autre chose sur l'enregistrement. Le bruit de glaçons dans un verre, une porte se fermant quelque part à l'arrière-plan, puis la voix de Madison à nouveau, cette fois avec une froideur que je ne lui avais jamais connue auparavant, un ton bien plus dur sous toute sa douceur calculée, et une fois que Caleb aura l'entreprise. A-t-elle dit, qu'est-ce qu'on fait de lui? 6 semaines après la finalisation du divorce, la famille Jenkins a organisé le genre de fête dans lequel elle avait toujours excellé, le genre de réception bâtie sur des nappes blanches et des sourires répétés. Où chaque détail existait pour raconter une histoire sur ce qu'ils voulaient paraître plutôt que sur ce qu'ils étaient réellement. Je ne sais cela que parce que Rachel me l'a décrit après coup, pièce par pièce, car je n'étais pas là pour le voir de mes propres yeux. J'avais choisi le lac à la place. La liste des invités ressemblait au bottin mondain de tous ceux qui comptaient pour le nom des Jenkins, membres du conseil d'administration, investisseurs, partenaires bancaires, vieilles fortunes amies qui connaissaient William depuis l'époque où son propre père dirigeait l'entreprise. Et une poignée de parents venus principalement pour le bar gratuit. L'objectif, tel que Rachel le comprenait, était simple et triomphant, annoncer que Madison attendait un garçon,
annoncer les fiançailles de Caleb, faire transmettre officiellement les rênes de l'entreprise par William à son fils. Obtenir l'approbation du conseil d'administration pour une nouvelle phase de développement, et présenter l'enfant à naître comme le symbole vivant de la stabilité de la famille pour une autre génération. J'étais assise avec Rachel à ma table de cuisine ce matin-là, passant en revue 3 documents distincts qu'elle avait préparés et discrètement déposés la veille, une notification formelle préservant mes droits d'actionnaire, une demande d'audit interne de la transaction de la fiducie. Une motion visant à retarder tout vote sur le transfert du contrôle exécutif jusqu'à la conclusion de cet audit. Le timing est essentiel, m'avait dit Rachel. Nous ne les arrêtons pas. Nous nous assurons simplement que la vérité arrive au pire moment possible pour qu'ils puissent la cacher. Elle est arrivée juste avant que William ne prenne la parole. Un auditeur du cabinet de surveillance de la fiducie est entraîné dans cette salle de bal sans y être invité par quiconque en dehors des documents officiels eux-mêmes, et a demandé à s'entretenir avec le conseil en privé avant le début des allocutions officielles. La rumeur s'est propagée dans la salle comme se propagent toujours les mauvaises nouvelles dans ce genre de réception, par des chuchotements, des regards en biais, la raideur soudaine de personnes s'efforçant de faire comme si de rien n'était. Les conclusions de l'auditeur étaient simples et dévastatrices, le déboursement de 2 millions de dollars avait été effectué de manière irrégulière à partir d'un fonds réservé à un héritier vérifié, la signature d'approbation présentait des indices d'ajout après coup. Et non durant la fenêtre de transaction d'origine, jusqu'à ce que l'anomalie soit résolue, tout transfert de pouvoir exécutif devait être suspendu, et l'identité de l'héritier futur lui-même devait être formellement vérifiée avant que toute autre décision relative à la fiducie ne puisse être prise. Presque au même moment Rachel estimait que cela s'était produit moins de 10 minutes plus tard, un coursier est arrivé au club avec une enveloppe scellée adressée personnellement à Caleb. Les résultats de la paternité prénatale attendus depuis 3 semaines étaient enfin arrivés. Madison a tenté de l'intercepter. Caleb ne l'a pas laissé faire. Il l'a ouverte, debout devant près de 300 personnes. La pièce est devenue silencieuse de cette façon bien particulière que prennent les salles lorsque quelque chose est brisé et ne peut être réparé. Caleb était exclu en tant que père biologique. Margaret m'a appelé dans la minute qui a suivi, sa voix vibrante de panique plutôt que de sympathie, exigeant de savoir ce que j'avais fait. Rien, lui ai-je dit, debout à la fenêtre de ma cuisine, regardant le lac faire ce qu'il faisait toujours, indifférent à tout ce qui se passait à 200 mètres de là. Je n'ai pas écrit ce résultat. Je n'ai pas appelé cet auditeur. Je suis resté assise ici toute la matinée. Caleb lui a arraché le téléphone, la voix brisée d'une manière que je ne lui avais jamais connue, tu savais? Je savais ce qui était impossible, ai-je dit. Je t'ai laissé décider de ce que tu voulais croire à la place. Madison, selon Rachel, insistait sur le fait que le test devait comporter une faille, une sorte d'erreur de laboratoire, sa voix frôlant l'hystérie dans une pièce de théâtre pleine de gens venus en tenue de fête. Owen a tenté de se glisser vers la sortie. William, se déplaçant apparemment plus vite que ce que l'on attendait d'un homme de 76 ans, a physiquement bloqué la porte. L'auditeur a précisé calmement que le niveau de confiance des résultats était extrêmement élevé, et qu'un panel de comparaison étendu indiquait qu'un parent masculin proche de Caleb avait une probabilité nettement plus grande d'être le père biologique. Tous les regards dans cette salle de bal se sont tournés vers Owen. Il a nié immédiatement, trop vite, comme le font toujours les coupables. C'est à ce moment-là que j'ai envoyé à William et à Charles Whitmore l'enregistrement que Claire m'avait remis, celui où Owen disait à Madison qu'ils avaient seulement besoin que Caleb croie que l'enfant était le sien jusqu'à ce que le transfert de pouvoir soit achevé. Rachel m'a raconté que William avait écouté le tout, debout, parfaitement immobile au milieu de cette salle de bal ruinée, le visage indéchiffrable avant de poser enfin les yeux sur son plus jeune fils. Caleb s'est jeté sur Owen. La sécurité s'est interposée entre eux avant que cela n'aille plus loin. Madison s'est effondrée complètement et, dans le chaos, elle a fini par admettre ce qui aurait dû être évident depuis le début, elle avait couché avec les 2 frères. Mais c'était Owen qui l'avait aidé à planifier chaque étape de ce qui avait suivi. Je suis resté assise à ma table de cuisine bien après que Rachel eut fini de me raconter tout cela. Le café avait refroidi devant moi, le lac s'agitait toujours au dehors comme si rien au monde n'avait changé. La voix de Rachel, lorsqu'elle a rappelé ce soir-là, était plus calme que d'ordinaire, le résultat de l'ADN n'a détruit que le mensonge sur le bébé, a-t-elle dit. Les documents financiers vont détruire tout le reste de ce qu'ils ont construit par-dessus. 3 jours après la fête, la famille a convoqué une réunion d'urgence au siège de Jenkins Development Group. Et cette fois-ci, pour la première fois en 23 ans, j'ai franchi les portes de cet immeuble non pas en tant qu'épouse de quiconque,
mais en tant qu'actionnaire, avec une revendication qu'il ne pouvait plus écarter. La salle de conférence du 14e étage accueillait plus de personnes que je n'en avais jamais vues réunies pour une seule crise. Caleb était assis à une extrémité, la mâchoire serrée, refusant de regarder son frère. Owen était assis avec son propre avocat, désormais un inconnu que je ne reconnaissais pas, ce qui m'en disait long sur le degré de fracture déjà atteint au sein de cette famille. Margaret occupait son fauteuil habituel, bien que pour une fois elle y semblât plus petite. William était assis en bout de table, le visage taillé dans quelque chose de plus dur que ce que j'avais vu auparavant. Madison était venu également, pâle, les mains croisées sur un ventre qui était devenu en l'espace d'une semaine une preuve plutôt qu'un triomphe. Charles Whitmore était assis aux côtés d'un représentant de la banque et d'un auditeur, qui semblaient tous deux préférer être n'importe où ailleurs. Rachel était assise à mes côtés. Je lui avais demandé de me laisser parler moi-même. Owen a tenté en premier lieu de rejeter l'intégralité de la faute sur Madison, sa voix sèche et défensive, insistant sur le fait qu'il ne lui avait jamais offert que des conseils d'amis. Madison ne l'a pas laissé faire. Elle s'est retournée contre lui avec une amertume qui sonnait enfin juste, le jeu d'actrice balayé pour de bon, il m'a promis qu'il m'épouserait, a-t-elle dit, une fois que Caleb serait écarté de l'entreprise. Le plan, une fois mis à nu sur cette table, était presque élégant dans sa cruauté, utiliser l'enfant pour propulser Caleb sur le siège de président, une fois qu'il détiendrait le pouvoir. Owen utiliserait les irrégularités financières des irrégularités qu'il avait lui-même aidé à créer ou pour forcer son frère à partir sous le coup d'un scandale, Madison menacerait de révéler la liaison si quiconque résistait, et Owen, positionné comme le frère raisonnable et non impliqué depuis le début, interviendrait pour prendre lui-même le contrôle de l'entreprise. Les 2 millions de dollars avaient été le premier coup, prélevé de la fiducie spécifiquement pour m'éloigner du mariage et de toute position me permettant d'interférer avec le transfert de pouvoir. Ce qu'aucun d'eux n'avait prévu, c'était que je détenais encore 18% de l'entreprise et, de ce fait, la qualité pour exiger un audit spécial. J'ai exposé ce que je voulais, et je l'ai fait sans élever la voix, car j'avais appris depuis longtemps que le calme porte plus loin dans une pièce comme celle-ci que ne le fera jamais la colère. L'entreprise publierait un rectificatif public, cessant d'insinuer que j'avais accepté un paiement pour mon silence. L'accord de confidentialité que j'avais signé serait réécrit afin de ne plus jamais pouvoir servir à dissimuler des malversations. Les 2 millions de dollars seraient requalifiés en un règlement personnel légitime tiré des avoirs propres de Caleb et de la famille, avec un remboursement intégral effectué à la fiducie dont ils avaient été indûment retirés. Owen serait suspendu dans l'attente d'une enquête formelle. Madison serait démise de ses fonctions, bien que sa couverture médicale et de maternité reste pleinement protégée où tout cela n'était pas la faute de l'enfant. Caleb ne serait pas nommé président. Un administrateur indépendant dirigerait l'entreprise pendant une période d'au moins 1 an, et je conserverai mes parts ainsi que mon siège au conseil d'administration. L'assurance de Margaret a fini par se briser, tu nous punis, a-t-elle dit. C'est de la vengeance. La vengeance, c'est vouloir vous voir souffrir, ai-je dit. Je veux seulement que vous cessiez d'utiliser mon nom pour couvrir ce que vous avez fait. Caleb a demandé à me parler en privé un instant, et j'ai accepté, principalement parce que je voulais voir une fois pour toutes ce qu'il restait réellement de l'homme que j'avais épousé. Il m'a demandé doucement s'il y avait eu un moment où j'avais tenté de sauver notre mariage. Je l'ai sauvé pendant 23 ans, lui ai-je dit. Tu ne l'as simplement jamais remarqué parce que je l'ai fait en silence. Il a admis alors, d'une voix dépouillée de toute sa certitude habituelle, qu'il savait depuis longtemps que ses chances d'engendrer un enfant étaient presque inexistantes. Mais qu'il voulait tellement prouver quelque chose à son père qu'il avait choisi de croire Madison malgré tout, choisissant de cesser de poser les questions qui auraient tout démêlé plus tôt. Tu n'aimais pas le bébé, ai-je dit. Tu aimais ce que tu pensais que le bébé prouverait à ton sujet. Il n'a rien trouvé à répondre à cela. William, lorsque le vote est enfin venu, a refusé de confier le contrôle à l'un ou l'autre de ses fils. Il a voté pour l'administrateur indépendant à la place, sa voix plate et finale, le ton d'un homme fermant un chapitre qu'il avait visiblement réécrit dans sa tête toute la semaine. Chaque condition que j'avais posée a été approuvée sans autre discussion. Par la suite, dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence, Caleb m'a rattrapé une dernière fois, après tout cela, a-t-il dit, tu gardes quand même les 2 millions. J'ai posé les yeux sur lui pendant un long moment, sur cet homme qui avait été autrefois ma vie entière et qui n'était plus qu'un étranger debout dans un couloir. Je n'ai pas rendu les 2 millions de dollars à Caleb. Selon les termes que nous avions fixés dans cette salle de conférence,
la famille Jenkins avait remboursé le fonds fiduciaire sur ses propres avoirs personnels, dollar pour dollar, exactement comme cela aurait dû être fait dès le départ. Ce que j'avais reçu cette première nuit était légalement et définitivement mien, propre, documenté, plus du tout mêlé aux mensonges de qui que ce soit. Je n'ai pas acheté une maison plus grande avec cet argent. Je n'ai pas acheté une voiture destinée à annoncer quoi que ce soit à quiconque. À la place, je me suis assise à cette même table en pain où toute cette histoire était revenue à son point de départ, et j'ai lancé un projet avec un nom qui m'est venu de manière presque évidente, comme le font parfois les choses justes, le fond du second chapitre. Il existe pour les femmes de plus de 45 ans qui se retrouvent à devoir recommencer à zéro après que tout ce qu'elles ont construit en silence s'est effondré autour d'elles. Après un divorce, après un contrôle financier exercé comme une arme, après avoir été écartées d'entreprises familiales qu'elles ont aidé à créer, après des années passées à élever des enfants ou à soutenir la carrière d'un conjoint. Pour se retrouver face à un marché du travail qui a oublié leur existence. Consultation juridique, réorientation professionnelle, aide au logement à court terme, planification financière, accompagnement pour ce deuil particulier qui ne s'accompagne pas d'un enterrement. J'ai conservé mon siège au conseil d'administration du Jenkins Development Group, parce que 18% ne disparaissent pas simplement parce qu'un mariage prend fin. Et parce qu'il fallait que quelqu'un s'assure que le nouvel administrateur indépendant de l'entreprise respectait bien les termes sur lesquels nous nous étions accordés. Mais je ne suis pas retourné à la gestion quotidienne. Ce chapitre s'était déjà fermé de lui-même discrètement au fil des 23 ans passés debout juste derrière le rideau. Caleb a démissionné de son poste de PDG 6 mois plus tard. Il a emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville et a commencé à voir un thérapeute, chose que je ne l'ai jamais entendu juger nécessaire durant toute la durée de notre mariage. Je ne sais pas si cela l'aide. J'ai cessé d'avoir besoin de le savoir. Owen a été officiellement inculpé de malversation financière, de falsification de registres de fiducie et de détournement de fonds destinés à une bénéficiaire qui n'avait jamais existé. L'affaire est toujours en cours d'instruction devant les tribunaux. Madison a donné naissance à un garçon en bonne santé cet automne-là. Les résultats de l'ADN, une fois pleinement traités, ont confirmé ce que la salle de bal avait déjà deviné, Owen était le père. Je ne l'ai pas l'enfant, je tiens à être clair là-dessus. Même aujourd'hui, un bébé n'a pas à répondre des mensonges qui l'ont mis au monde. Margaret a perdu la majeure partie de son influence au sein de l'entreprise presque du jour au lendemain, de la façon dont le pouvoir semble toujours s'évanouir lorsqu'il s'avère avoir été bâti sur du vide. William, pour sa part, a restructuré entièrement la fiducie, la plaçant sous une surveillance indépendante, afin qu'aucun membre de la famille ne puisse plus de nouveau décider seul de qui méritait d'être appelé un héritier. Un an après que cette salle de bal se fût tue autour d'une enveloppe scellée, je me tenais dans le petit bureau que nous avions loué pour le premier véritable siège du fonds. Rien de luxueux, juste des murs propres, une bonne lumière et une rangée de chaises pour les femmes qui arriveraient sans trop savoir comment demander de l'aide. La première femme à franchir cette porte avait 56 ans, veuve depuis 3 mois, découvrant que son défunt mari avait discrètement laissé la majeure partie de ses biens à une seconde famille dont elle ignorait l'existence. Je me suis assise à ses côtés plutôt qu'en face d'elle, parce que je me souvenais de ce que l'on ressentait lorsqu'on vous parlait comme à un problème plutôt qu'à une personne. Recommencer à zéro ne signifie pas que vous avez tout perdu, lui ai-je dit. Parfois, cela signifie simplement que vous parvenez enfin à garder la seule chose qui vous a toujours appartenu en réalité. Ce soir-là, j'ai repris la route vers la maison du lac. Le dossier étiqueté « Divorce Jenkins » reposait toujours dans un tiroir que je n'avais pas ouvert depuis des mois. J'ai posé un nouveau dossier à côté de lui, fond du second chapitre, première année. Mon téléphone a vibré sur la table. Ce n'était pas Caleb. Ce n'était pas Margaret. Ce ne l'est plus jamais désormais. C'était un message de l'une de nos assistantes sociales, une femme que nous avions aidée en mars venait d'accepter une offre d'emploi, son premier salaire en 11 ans. J'ai souri à cette pensée, seul dans le calme, le lac prenant des teintes sombres et dorées au dehors, de la façon dont il le fait chaque soir à cette heure. Il pensait que 2 millions de dollars était le prix pour me faire disparaître. Il s'est avéré que c'était l'argent qui m'a enfin permis de réapparaître, non pas en tant qu'épouse de quiconque, mais en tant que la femme que j'avais repoussée de devenir pendant plus de 20 ans. Si vous aviez été Abigail, auriez-vous signé ces papiers pour laisser la vérité se révéler d'elle-même le moment venu? Ou auriez-vous affronté Caleb dès l'instant où il a franchi cette porte? Je veux savoir où cette histoire vous trouve ce soir. Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. De nouvelles histoires comme celle-ci vous attendent chaque jour.
Alors abonnez-vous et restez connectés, car ce n'est que le début des voyages que nous ferons ensemble.